Tous parano. Quand on voit ce qu'on voit, Quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle du plus chronophage des complots, le récentisme. Imaginez, les événements historiques, ou même les personnages célèbres que nous connaissons tous, sont de bien honteuses inventions. Nous pouvons mettre au feu les livres d'histoire et les dates qui font notre socle culturel commun, car tout a été créé par des affabulateurs. À la poubelle, des pages et des pages de falsification, ces pans d'histoire qui ne se sont jamais réellement passés, mais qui ont été insérés pour diverses raisons. Au gré des désirs de quelques-uns et des influences politiques du moment, tout a été réinterprété, des périodes entières de l'histoire de l'humanité purement et simplement inventées. Cette théorie, nommée récentisme, a ses adeptes dans le monde entier. Depuis des siècles, ils œuvrent à la remise en question des faits établis. Qu'ils soient d'illustres scientifiques ou d'obscurs chercheurs, ils ont entrepris de dévoiler la supercherie en reprenant toutes les datations de notre chronologie commune. Pour révéler au monde ce secret inouï, ils ont la capacité de reconstruire une histoire solide, défiant l'imagination et la logique. Le récentisme, c'est l'occasion pour Tous Parano de nous intéresser aux fondements de l'histoire et réfléchir à la manière dont elle s'est écrite jusqu'à aujourd'hui. Un âne enseignant les Écritures aux évêques. Le pape en renard et Messire l'abbé en singe. Il avait un vrai don pour l'irrévérence et les images de comédie. Le rire est un souffle diabolique. Pourtant, Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie. Et il en fait un instrument de vérité. Vous avez lu cet ouvrage? Non, bien sûr que non. Ce manuscrit a été perdu il y a des siècles. Non, c'est une erreur. Il n'a jamais été écrit. Là, je ne suis absolument pas... Assez! Tous parano. La théorie du récentisme, c'est un sujet vertigineux. On ne parle pas ici de simple erreur chronologique ou d'interprétation divergente. Non, c'est une remise en question totale de notre vision de l'histoire. Le récentisme avance l'idée d'une manipulation délibérée de notre chronologie, une réorganisation totale de l'histoire. Selon cette thèse, des périodes entières de notre passé auraient été volontairement réécrites, voire fabriquées de toutes pièces. Et cette hypothèse a séduit des esprits de tous horizons, scientifiques, littéraires, mathématiciens. Même si elle est évidemment rejetée par la plupart des historiens académiques. Ouais, enfin bon, on est dans Tous Parano quand même. Bon, et pour cause, s'attaquer aux fondations de l'histoire, ça ne passe pas. Depuis des siècles, on s'appuie sur un découpage précis. Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine. T'as appris ça à l'université, je crois, Geoffroy, non? Tout à fait. Mais le récentisme remet en cause toute cette structure en la déclarant fausse. Et là, évidemment, on entre dans le complot proprement dit, et c'est passionnant. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un, Gaël, falsifierait l'histoire? Et surtout, comment est-ce qu'on pourrait prouver qu'une période entière est une invention? Eh bien, les défenseurs du récentisme pointent des incohérences dans les sources historiques, des contradictions chronologiques ou encore des observations astronomiques qui ne collent pas avec les datations officielles. Eh oui, cette théorie fascinante remet donc en question notre manière de voir le passé, et ce qu'on appelle communément la vérité historique. Exactement. Et c'est pour ça qu'on va plonger dans cette théorie en profondeur. Et comme toujours, on va remonter à ses origines pour comprendre comment elle a pu émerger. Et pour commencer, direction l'Italie du XIVe siècle, il y fait certainement bon vivre. Tous parano. Giovanni Boccaccio, l'auteur du fameux Décaméron, est considéré comme un pionnier involontaire de la réécriture historique. Né en 1313, à Certaldo, en Toscane, Boccaccio a une vie aussi mouvementée que ses écrits. Fils illégitime d'un riche marchand florentin, il a grandi dans une Italie en pleine ébullition culturelle. Envoyé à Naples dans les années 1320,
Oui, il n'a que 7 ans à cette époque-là, ça rigole pas. Il était censé apprendre le commerce, mais il a vite préféré les livres aux chiffres. Et c'est à Naples qu'il découvre les classiques antiques, notamment grâce à la Bibliothèque royale. Là-bas, il tombe donc sous le charme de la littérature, mais aussi d'une mystérieuse femme qu'il appelle Fiammetta. La flamme. La petite flamme. La petite flamme. On suppose qu'il s'agissait de la fille illégitime du roi de Naples. Rien que ça. Success story, quoi. Mais ce n'est pas que les histoires de cœur ou de fesses ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est son obsession pour l'histoire et les récits qu'il jugeait parfois, disons, approximatifs. Par exemple, dans De Mulieribus Claris, des femmes illustres, dans ce livre qu'il écrit autour de 1361, il compile des biographies de figures célèbres comme Cléopâtre, mais il y intègre aussi des inventions personnelles. Oui, dans cette œuvre, il décrit Cléopâtre comme une femme manipulatrice, mais il lui attribue aussi des actions anachroniques, comme un complot notamment contre Pompée qui n'a probablement jamais eu lieu. Alors pourquoi se met-il à broder sur l'histoire ? Eh bien tout simplement pour renforcer le drame, pour captiver son public. Et ce qui est assez cocasse avec Giovanni Boccaccio, c'est qu'il pense bien que tout le monde fait comme lui. Oui, Boccaccio voit l'histoire comme un puzzle humain. Pour lui, chaque personnage, chaque événement est une pièce qu'il faut replacer dans un contexte, quitte à en réinventer les contours pour que tout s'emboîte mieux. Un exemple pris dans De Casibus Vigrorum Illustrum, les revers de fortune des hommes illustres, un recueil qui raconte la chute des hommes célèbres. Et donc, dans le chapitre consacré à Jules César, Boccaccio met l'accent sur des détails personnels, comme sa relation avec Brutus. Mais cette relation, il la romantise, il exagère les tensions entre les deux hommes pour montrer que la trahison de Brutus, elle était inévitable. En bref, il insiste plus sur le facteur humain quitte à en rajouter que sur la dimension politique. Et il a été aussi inspiré par Dante, ou Dante comme tu dirais peut-être. Dante. Dans la Divine Comédie, Dante utilise des personnages historiques pour construire un message moral. Boccaccio reprend cette idée, mais il l'amplifie. Pour lui, l'histoire n'est pas figée, c'est un outil pour réfléchir aussi sur le présent. Mais il y a encore plus intéressant pour nous encore, Gaël, avec le livre dont tu parlais tout à l'heure, des femmes illustres. De Mulieribus Claris. Le livre écrit donc au début des années 1360, un chapitre est consacré à Sémiramis, la reine légendaire de Babylone. Et il la décrit comme une femme à la fois visionnaire et manipulatrice. Décidément, ça revient, cette idée. Mais la chronologie qu'il propose, elle est tellement floue qu'on dirait presque qu'il voulait brouiller les pistes volontairement. Oui, encore une fois, Boccaccio ne voyait pas l'histoire comme un simple enchaînement de dates. Pour lui, c'est un récit vivant, un moyen d'explorer les grandes questions humaines, l'ambition, la trahison, le pouvoir. Et c'est connu, il a même été critiqué à son époque pour sa liberté avec les faits. Certains de ses contemporains pensaient qu'il inventait trop, mais lui, il répondait que la vérité historique n'était qu'un point de départ, après on brode. Et pourtant, c'est cette approche qui fait de lui un pionnier du récentisme. Boccaccio comprenait que l'histoire est toujours écrite à travers le prisme de celui qui la raconte, et il allait au bout de cette logique. Il revendiquait même, on peut le dire. C'est exactement ce qu'on voit dans le Décameron, écrit lui entre 1348 et 1353, pendant la peste noire. Il décrit une société au bord du chaos, avec des scènes tellement détaillées qu'on dirait un reportage. Mais des historiens contemporains pensent qu'il a amplifié certains aspects, comme les fosses communes ou les abandons de malades, pour frapper l'imagination, là encore. L'histoire pour lui était un art à part entière. Il n'était pas un faussaire au sens strict, mais il brouillait les lignes entre vérité et fiction. Et c'est ce qui fait de lui, vous commencez à le comprendre, un précurseur du récentisme, même s'il n'en avait évidemment pas conscience. Bon, et après cet enjoliveur d'histoire, ce scénariste, nous allons nous intéresser à celui qui regarde les pommes tomber, et pour qui l'écriture de l'histoire est à aborder avec gravité. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Quand on parle d'Isaac Newton, c'est souvent pour évoquer la gravité, le calcul différentiel ou alors son fameux prisme à travers lequel il a fait passer la lumière. Mais
peu de gens savent qu'il a aussi écrit sur la chronologie historique. C'est un terrain assez inattendu pour lui, non, Geoffroy? Oui, inattendu, c'est sûr, hein, mais révélateur de son esprit insatiable. En tout cas, réduire la vie de Newton à une pomme qui tombe, eh bien c'est un peu léger. Hein. C'est comme réduire Léonard de Vinci à ses portraits, quoi. Savant, philosophe, théologien, alchimiste, historien, Newton a cumulé un savoir et recherche. Né en 1642, l'année où Galilée est mort. Tiens, c'est un beau passage de témoin, si tu veux mon avis. Il voit le jour dans un petit village anglais nommé Woolsthorpe, et à peine né, le petit Isaac manque de mourir. Il est prématuré, minuscule, et tout le monde pense qu'il ne survivra pas. Mais, contre toute attente, il grandit, et visiblement avec un cerveau hors du commun. Oui, mais à l'école, il n'est pas particulièrement brillant. Il était surtout bon pour fabriquer des gadgets, moulins à vent miniature, cadrans solaires, bref, Newton, un bricoleur, avant d'être un génie. Jusqu'à ce fameux jour où il se fait tabasser par un camarade. Là, quelque chose change. Il décide qu'il va être meilleur que tout le monde. Alors peut-être pas à la boxe, mais il va devenir le premier de la classe. Newton, motivé peut-être par la vengeance intellectuelle. Ça pose en tout cas le personnage. Et après l'école, direction Cambridge, où il entre au Trinity College. Bon, il commence comme un simple cisard, un étudiant fauché qui doit travailler pour payer ses études, mais il gravit les échelons rapidement. Mais voilà, la peste débarque. Oui, alors là c'est pire que le Covid-19 pour les étudiants qui ont déprimé. On est en 1665 et l'université ferme. Newton, lui, retourne chez lui, mais... honnêtement, c'est peut-être le confinement le plus productif de l'histoire. Ah ouais, carrément. En 2 ans, il pond des théories qui vont changer le monde. Il travaille sur le calcul différentiel, une méthode qui rend les maths encore plus incompréhensibles pour nous. Il explore la nature de la lumière et puis bien sûr, il réfléchit à la gravitas. Ah, la fameuse pomme. Alors, est-ce qu'elle lui est vraiment tombée sur la tête? Parce que je suis un lecteur de Gottlieb aussi. Ça aussi, ça serait peut-être réécrire l'histoire, parce que d'après ses récits, il aurait simplement observé une pomme tomber et se serait simplement contenté de demander mais pourquoi elle tombe tout droit cette pomme et pas en diagonale et pas ailleurs? Une question simple, mais encore faut-il y répondre intelligemment. Imaginez que c'est la même force qui fait tomber une pomme, maintient la Lune en orbite autour de la Terre, c'est un sacré coup de génie. Le centre de la Terre qui a attiré la pomme vers lui est à 6400 km, enfin environ. La Lune, elle, est à 380 000 km environ, donc elle est 60 fois plus éloignée, enfin environ. Donc elle devrait avoir une accélération 3600 fois supérieure à celle de la pomme. Oui, ça doit être ça. Tous les corps en orbite s'attirent proportionnellement à leur masse et en raison inverse du carré de leur distance. Et voilà la théorie de la gravitation universelle. En 1687, il publie Principia Mathematica, l'un des livres scientifiques les plus influents de tous les temps. 3 lois du mouvement, une théorie de la gravité. En gros, il pose les bases de la physique moderne. Mais Newton n'était pas qu'un scientifique, c'était aussi un passionné d'alchimie. Il passait des heures à chercher la pierre philosophale, à concocter des potions. Mais pour lui, l'alchimie faisait partie de son grand projet, comprendre les secrets de l'univers, qu'ils soient physiques ou mystique. Et d'ailleurs, pas très loin de cette thématique, il est aussi l'un des fondateurs de la franc-maçonnerie. Et puis, il a aussi son rôle de directeur de la monnaie royale, où il a réformé le système monétaire britannique et chassé les faussaires. Newton traquait les contrefacteurs sans pitié, au point d'envoyer plusieurs d'entre eux à la potence. Bref, il ne plaisantait pas avec les pièces de monnaie. Ouais, enfin, vous le comprenez, c'est un homme complexe, solitaire, parfois colérique, pas très doué pour les relations humaines, mais d'une rigueur intellectuelle et d'une ambition incroyable. Et donc Newton meurt en 1727, il a 84 ans, et même aujourd'hui, son héritage reste immense. En 1728 d'ailleurs, soit 1 an simplement après sa mort, un ouvrage intitulé « La chronologie des anciens royaumes corrigée » est publié, un livre qu'il a écrit de son vivant bien sûr, et ce livre montre que Newton ne se contentait pas d'explorer les lois de la physique ou de l'univers, il voulait aussi comprendre l'histoire humaine avec la même rigueur scientifique.
Et dans cet ouvrage, il ne fait pas qu'un simple travail d'historien classique. Il remet carrément en question les chronologies établies. Son objectif principal était d'harmoniser les événements historiques avec les récits bibliques, mais aussi débusquer les erreurs ou les manipulations dans les chronologies traditionnelles. Newton considérait que l'histoire, telle qu'elle était racontée, était pleine de failles, et fidèle à son approche méthodique, il a appliqué des outils scientifiques, notamment l'astronomie, pour recalibrer des dates. Alors voilà, Newton sort ses télescopes, ses tables astronomiques et ses textes anciens. Et donc, il utilise les données astronomiques pour vérifier la datation d'événements majeurs comme la guerre de Troie. Pour cela, il lit les descriptions d'éclipses ou d'alignements d'étoiles dans des récits anciens et déduit à quel moment cela a pu se dérouler en fonction de ses calculs. Un vrai détective du passé, avec les étoiles comme témoin. Du coup, la guerre de Troie, parlons-en. Newton s'appuie sur les descriptions d'Homère, notamment dans l'Iliade, pour recalculer la date de cet événement mythique. Ah oui, j'imagine. Alors, Achille et Hector se battent au coucher du soleil. Mais attends, alors cette étoile-là n'était pas visible, mais avant plusieurs siècles. En tout cas, là où les chronologies traditionnelles situaient la guerre de Troie au XIIe siècle avant notre ère, Newton pensait qu'elle s'était déroulée bien plus tard, peut-être même au IXe, au VIIIe siècle avant notre ère, 200 ou 300 ans d'écart. Quand même, ça fait une différence. Le travail de Newton fascine, parce qu'il ne se contente pas d'émettre une hypothèse. Il analyse les passages qui décrivent les alignements des étoiles, les phases de la Lune ou d'éventuelles éclipses. Selon lui, des indices astronomiques permettent de reconstruire une chronologie plus précise que les récits mythologiques ou les traditions orales. Il pensait, par exemple, que les récits d'Hercule pouvaient refléter des événements réels des débuts de l'âge de fer, vers 1200 avant notre ère, mais qu'ils avaient été exagérés et adaptés au fil du temps pour légitimer certaines lignées royales ou des revendications territoriales. Ouais, en gros, il dit que les mythes grecs étaient des fanfictions historiques que les poètes avaient un peu trop brodées, que les mythes servaient à légitimer des rois ou des cités-états, mais une question me vient, Geoffroy. Pourquoi Newton s'est-il embarqué là-dedans ? Eh bien parce que Newton cherchait la vérité scientifique, certes, mais c'était aussi un homme de foi. Il voulait montrer que les récits bibliques étaient compatibles avec une chronologie révisée de l'Antiquité. Ah, voilà. Il voulait absolument aligner l'histoire humaine sur la chronologie biblique, en particulier les événements liés à l'Exode, l'époque de Moïse ou au règne de Salomon. Ça a parfois biaisé ses interprétations, d'ailleurs. Oui, il a par exemple tenté de réviser les règnes des pharaons afin que ceux-ci correspondent mieux aux événements décrits dans l'Ancien Testament. Il a placé aussi la fondation de Rome aux alentours de 900 avant notre ère, soit 2 siècles après la date communément admise. Newton, peut-être pas toujours très rigoureux, il va même jusqu'à affirmer que les Égyptiens, les Grecs et les autres peuples anciens avaient tous délibérément exagéré l'ancienneté de leur histoire. Il les accuse d'avoir allongé leur dynastie pour en tirer un prestige supplémentaire. Parce que ça ne correspond pas avec ce qui est écrit dans la Bible. Alors, il faut reconnaître que Newton a quand même ouvert la voie à une critique scientifique des sources historiques basées sur des observations astronomiques, et c'est quand même énorme. Oui, Newton, en grand-père du récentisme, a tenté de réconcilier l'irréconciliable, les étoiles, les mythes et les textes anciens. C'est déjà un vrai casse-tête. Beaucoup considéraient que ses calculs étaient trop influencés par son désir de faire coïncider l'histoire avec les récits bibliques, justement, mais Newton a mis une graine dans les esprits, et cette graine, c'est celle du doute. C'est un monde de parano. Vous êtes tous parano. Geoffroy, dis-moi maintenant que nous allons parler de Jean Hardouin. Je sais que tu es un féru d'histoire, donc, alors quand j'évoque son nom, toi, qu'est-ce qui te vient en tête ? Eh bien, on parle de quelqu'un qui a carrément décidé que la plupart des textes de l'Antiquité étaient des faux. Ah ouais. Voilà un homme qui a secoué les certitudes de ses contemporains. Après, à quoi peut-on s'attendre de la part d'un jésuite, si tu me permets ? Bref, Hardouin, il a fait des vagues, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Jean Hardouin, puisque tout le monde n'est pas aussi versé dans l'histoire que toi, présentons-le. Né à Quimper, en 1646, un breton. Jean Hardouin est fils d'un libraire normand, spécialisé notamment dans les ouvrages religieux. Il grandit entouré de livres, évidemment, et acquiert un goût immodéré pour la littérature, développant ainsi une grande culture générale, à tel point qu'il est remarqué par les pères jésuites de Quimper. Et ces derniers le prennent sous leur aile, en lui proposant d'intégrer l'ordre de la Compagnie de Jésus. À tout juste 15 ans, il entre au noviciat, avant de prononcer ses vœux 6 ans plus tard, tout en poursuivant ses études et partir sur les routes du savoir. De la faculté d'Arras
À celle d'Évreux, le jeune moine étudie la rhétorique, ainsi que le grec et le latin à travers la littérature antique et médiévale. En 1674, il rejoint Paris pour suivre sa formation en théologie et devient adjoint du bibliothécaire du collège Louis-le-Grand, l'une des institutions les plus cotées de la capitale. Ardouin est nommé professeur de théologie et il est aussi bibliothécaire en chef du collège en 1683 et il n'a seulement que 37 ans. Et puis Jean Ardouin était un bourreau de travail. Il dormait peu, se levait dès 4 heures du matin. Il passait en fait plus de 14 heures par jour à lire et relire des ouvrages anciens, toujours assis sagement devant son pupitre. Un petit peu comme nous devant l'ordinateur, quoi. Son domaine de prédilection, la traduction des auteurs antiques. C'est un éditeur méticuleux, notamment de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, à qui il voue un véritable culte, si vous me passez l'expression, pour un jésuite. Ardouin, quand il n'a pas le nez dans ses livres, plonge dans les monnaies. Oui, parce qu'il est aussi passionné de numismatique. Il est reconnu par ses contemporains comme l'un des spécialistes les plus brillants, d'ailleurs, de son époque. En résumé, comprenez qu'on parle donc d'un érudit du XVIIe siècle, un homme avec un cerveau bien rempli et affûté. Mais voilà, tout n'est pas si parfait chez lui. Il a aussi des idées un peu baroques. Ardouin commence à déranger car il développe une conviction aussi radicale qu'inattendue. Selon lui, la quasi-totalité des textes et des œuvres d'art attribuées à l'Antiquité sont des faux. Et il l'écrit. En 1693, il expose sa thèse dans un ouvrage intitulé « Chronologie restituée ». À ses yeux, seuls quelques auteurs échappent à cette gigantesque imposture. Cicéron, Pline, Virgile, Horace. Plus tard, il accordera également une certaine authenticité à Homère et Hésiode. Je dis ça pour les spécialistes. Mais pour le reste, rien d'autre pour lui qu'une immense supercherie. Il s'attaque donc à la chronologie historique établie, remettant en question la naissance de la civilisation et réévaluant l'ensemble des événements antiques, des débuts de Rome jusqu'aux guerres de la Grèce antique. Par exemple, il croit que les anciens textes grecs et les latins avaient été écrits dans un style qui, selon lui, ne correspondent pas à l'époque. Il le déduit en faisant une analyse très minutieuse de la langue, des tournures de phrases et des références historiques. Par exemple, est-ce que Pline commence ses phrases par « wesh » ? Je ne crois pas. Pour lui, même certaines mentions de dieux grecs qu'on trouve dans les écrits antiques sont suspectes. Il pense que des références mythologiques avaient été ajoutées dans des textes au Moyen-Âge, en fait, pour rendre ces textes plus authentiques. Alors, sa conclusion est définitive. Selon Ardouin, toute l'histoire des 12 derniers siècles est une pure invention. Derrière cette falsification, il imagine un groupe de faussaires, composé de mathématiciens, de juristes, de médecins, de poètes et de linguistes. Leur but, construire de toutes pièces la tradition occidentale en s'appuyant sur un tout petit nombre d'œuvres originales. Lui-même résume sa mission en ces termes. « Je veux démontrer avec l'aide de Dieu, et aussi longtemps qu'il me restera en vie, que tous les écrits que l'on croit antiques, à l'exception des textes sacrés reconnus par l'Église et de quelques auteurs latins et grecs, sont en réalité des faux, fabriqués par une assemblée impie d'hommes de lettres. » D'après lui, cette gigantesque manipulation remonterait au XIIIe et XIVe siècle et elle serait orchestrée par un groupe de moines bénédictins dirigé par un certain Severus Arcontius. Alors difficile de savoir qui est ce mystérieux Severus Arcontius, leader des faussaires. Ardouin ne s'étend pas là-dessus. Certains pensent qu'il faisait en réalité référence à Frédéric II de Hohenstaufen, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, ennemi juré de la papauté au XIIIe siècle. Frédéric II était en conflit permanent avec l'Église et était souvent accusé d'hérésie et d'athéisme par ses opposants. Ardouin verrait ainsi en lui le chef caché d'un complot visant à dénaturer les fondements du christianisme à travers donc la réécriture de l'histoire. Ce qui est assez intriguant dans le travail d'Ardouin et qui l'a fait rester dans la postérité, c'est qu'il n'a pas limité son enquête au texte écrit. Non, il s'est également attaqué aux preuves matérielles, les artefacts antiques. Il prétendait que les pièces de monnaie de l'Antiquité, les inscriptions, les sculptures, enfin bref, tout l'arsenal archéologique avait été trafiqué en fait. Génial. Pour lui, l'Antiquité n'était qu'une gigantesque mise en scène donc, un décor monté de toutes pièces pour manipuler les masses. Les théories du complot de Ardouin, car c'est bien de ça dont il s'agit, aussi folles soient-elles, ne sont pas tombées dans l'oubli. Ces critiques de l'histoire furent publiées après sa mort en 1766 à Londres. Et justement à Londres,
Nous allons faire la connaissance de celui qui va prolonger le travail d'Ardouin en employant en plus les techniques d'Isaac Newton. Je veux parler du vrai héritier de ces siècles de révision historique, Edwin Johnson. Tous parano. Je crois que je suis parano. Tous parano. Nous allons le voir avec Edwin Johnson, c'est encore l'Église qui est suspectée d'avoir mis un coup de gomme dans le récit historique, ou plutôt s'être permis d'inventer au gré des besoins. Alors, qui est Edwin Johnson ? Lui, il est né en 1842 à Londres, et ce n'était pas quelqu'un du genre à suivre aveuglement les enseignements traditionnels. D'abord philologue, il étudie les langues anciennes, l'histoire des textes antiques et des traditions, mais un jour, il en vient à la conclusion que tout ce qu'on pensait savoir sur l'histoire médiévale était un peu fictionné. Ah, ben tiens. Dès ses premières recherches, Johnson a le sentiment que quelque chose cloche dans les récits traditionnels, sur les origines du christianisme par exemple. Avec la minutie d'un détective, il examine alors les textes anciens et en conclut que bien des éléments de cette histoire sont douteux, voire inventés de toutes pièces. Dans son livre Antiqa Mater, qu'il publie en 1887, il avance l'idée que Jésus et ses apôtres ne sont peut-être que des figures mythiques, et que le christianisme aurait plutôt émergé d'un mouvement religieux juif méconnu qu'il surnomme provisoirement les Aioi. Ce terme, qui signifie les saints en grec, désigne selon lui les véritables précurseurs du christianisme, bien avant que l'Église catholique ne façonne ses récits officiels. Johnson estime que les Aioi étaient une communauté juive de la diaspora, probablement issue du judaïsme hellénistique, donc de Grèce, qui prenait une interprétation plus spirituelle et libérale de la Torah. Les Aioi auraient développé une forme primitive de spiritualité universaliste, avec des idées de salut et de transformation intérieure qui influenceront bien plus tard les doctrines chrétiennes. Selon Johnson, ce mouvement était bien établi donc avant que l'Église ne vienne s'approprier son héritage et remodeler son histoire en y intégrant des figures donc comme Jésus-Christ et Paul, tout en effaçant la trace donc de ces Aioi. C'est là où Johnson choque le plus ses contemporains, c'est en affirmant que les écrits chrétiens les plus anciens, notamment les épîtres de Paul, ne seraient en réalité pas les lettres d'un individu historique, mais plutôt une compilation tardive des textes inspirés par les croyances des Aioi. Autrement dit, Paul n'aurait jamais existé en tant que personnage historique, mais il serait simplement une construction littéraire utilisée pour donner du poids à une doctrine qui émergeait progressivement. Dans cette logique, les évangiles ne seraient pas des témoignages directs d'une époque reculée, mais des créations postérieures, inspirées des traditions des Aioi et adaptées pour renforcer l'autorité ecclésiastique. L'idée que le christianisme ait pu émerger sans une figure fondatrice unique, mais plutôt comme une évolution naturelle d'un courant spirituel juif, remet en question donc toute la narration classique des origines chrétiennes. Surtout, si les Aioi étaient les véritables précurseurs du christianisme, alors le rôle de Jésus-Christ en tant que Messie serait une construction tardive, forgée pour donner un visage humain à un mouvement spirituel beaucoup plus ancien. Bon, vous le comprenez, Johnson s'attaque à du lourd. Mais en fait, cette hypothèse s'inscrit dans une vision plus large, où, selon lui, une grande partie de l'histoire médiévale et religieuse aurait été fabriquée ou réinterprétée, là, par encore des moines chrétiens. Et donc c'est en 1894, avec son livre « Les épîtres de Paul réétudiés et expliqués », qu'il provoque un véritable séisme intellectuel chez ses confrères. Sa thèse, ce qu'on appelle le Moyen-Âge, n'a jamais existé. La période 700 à 1400 serait une invention. Selon lui, des moines, principalement bénédictins, auraient fabriqué cette période de l'histoire pour servir leurs intérêts et asseoir le pouvoir de l'Église. Alors imaginez la scène, un historien britannique de l'époque victorienne lançant une telle bombe dans le monde académique, de quoi scandaliser les autorités religieuses et intriguer les esprits les plus curieux. Alors que tout le monde s'accordait à dire que l'histoire des premiers papes était une vérité indiscutable, Johnson arrive et remet tout ça en question. Selon lui, les premières figures de l'Église naissante au 1er siècle, comme Clément et Linus, ne seraient que des créations pour lier la papauté aux apôtres.
Et comment il le prouve alors ? Eh bien, avec des preuves. Non, plutôt avec l'absence de preuves. Car ces deux pères fondateurs du christianisme que tu viens de citer, Clément et Linus, n'ont pas de reliques ou pas de tombeau. Leur histoire est incertaine. Et pour Johnson, pas de relique, pas de tombeau, c'est louche. Tout simplement. Et ce n'est pas tout, hein. Johnson ne se contente pas de dire que les dates sont fausses. Il se lance dans une véritable analyse mathématique et astronomique pour étayer ses théories. Et là, il rejoint Isaac Newton. En combinant mathématiques et astronomie pour recalculer les dates, il affirme que les grands événements antiques comme la fondation de Rome ou les guerres puniques ont été déplacés de plusieurs siècles dans le passé. Et pas juste des petites erreurs, non. Il parle de déplacements massifs. Et c'est vrai que si l'on prend un calendrier romain et qu'on le combine avec des calculs astronomiques, il est possible de voir que les dates sont un peu, disons, flexibles. Johnson dit « Les dates de Rome et des guerres puniques sont une grosse erreur. Voilà la vraie vérité des étoiles. » Alors, je remarque non seulement que tu imites très bien Johnson, mais qu'on parle de guerre punique. Tout le monde ne connaît pas ce terme. Alors, c'est quoi en fait ? Sérieux ? Ouais. Bah écoute, les guerres puniques, c'est une série de 3 conflits ayant opposé Rome et Carthage. Entre le 3e et le 2e siècle avant notre ère, le terme punique vient du mot latin punicus, qui désigne les Carthaginois qui descendent des Phéniciens. Ils sont de l'autre côté de la Méditerranée, pour être clair. Bah merci pour ce petit précis. On peut continuer. Et on va continuer avec donc Johnson, qui, comme Newton, qu'il a certainement lu et apprécié, eh bien utilise donc la position des astres, la date exacte d'éclipses solaires, des comètes, enfin bref, tout un tas d'événements comme ça pour prouver, eh bien en fait qu'ils étaient mal datés. Johnson, il aurait pu se faire appeler astro-historien, si tu veux mon avis. Ouais, c'est classe. Et dans un livre publié après sa mort et qui prolonge son œuvre à titre posthume lui aussi, livre intitulé L'essor de la culture anglaise, il n'a pas juste remis en cause quelques dates, il a bousculé tout le système, l'église primitive, pour lui, a fabriqué des documents pour asseoir son pouvoir. Oui, donc c'est sa grande thèse, qui a de quoi nous rendre tous parano. Alors, avant d'aller plus loin, Gaël, je te propose de faire un petit point. On a donc un enchaînement d'idées qui se répondent. Boccaccio et l'idée de l'invention littéraire, Newton qui recompose l'histoire en fonction de ses croyances religieuses, Ardouin qui crie à la manipulation généralisée, Johnson qui en désigne le coupable. Et tout ça nous mène à aujourd'hui, au récentisme moderne. D'abord avec celui d'Anatoly Fomenko, qui va ramasser toutes ces idées, leur donner une cohérence nouvelle et proposer une relecture radicale de notre passé. Le puzzle commence à prendre forme. Et maintenant qu'on a bien remis les pièces en place, allons voir ce que ce cher Fomenko et sa nouvelle chronologie a bien pu inventer pour bouleverser notre perception de l'histoire. Direction la Russie. Tous parano. Voilà donc maintenant un célèbre mathématicien russe qui lui aussi a proposé une révision totale de la chronologie historique, mais plus récemment, Anatoly Fomenko. Né en 1945 à Donetsk, en URSS, Anatoly Fomenko n'était pas du tout destiné à devenir historien. Non, lui c'était un prodige des mathématiques. Très jeune, il montre des aptitudes exceptionnelles pour les chiffres, ce qui confirme sa vocation et signe son talent pour la discipline, c'est qu'il remporte des olympiades scientifiques. Grâce à ce titre, il gagne en même temps son ticket d'entrée pour la prestigieuse et inaccessible Université d'État de Moscou, l'élite de l'élite. Et là, il confirme que oui, c'est une bête de course, et il ne fait pas les choses à moitié, Anatoly. Il se spécialise en géométrie différentielle et topologie, des branches complexes des mathématiques qui servent notamment en physique théorique. En 1972, Anatoly Fomenko soutient une thèse que l'on qualifie de brillante sur la modélisation de la gravité. Il enchaîne les publications scientifiques, il devient professeur à l'université de Moscou, membre de l'Académie des sciences de Russie, et il décroche même le prix d'État de la Fédération de Russie pour ses travaux. C'est un vrai crack, quoi. Ouais, je crois qu'on a compris. Mais en plus, Fomenko est un artiste accompli, intégrant des concepts mathématiques dans ses œuvres graphiques. Pour l'anecdote, durant ses années d'études, il a correspondu avec le célèbre artiste néerlandais Escher, connu pour ses œuvres explorant des constructions impossibles et des motifs mathématiques. Oui, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'œuvre d'Escher, ils peuvent aller voir, c'est génial. Et pour la culture récente, eh bien c'est lui qui a inspiré l'escalier de Squid Game notamment. Ouais, c'est ça. Donc, jusque-là, tout va bien. Un mathématicien pur et dur, reconnu, ultra respecté, sauf qu'à côté de ça, Fomenko a une passion un peu bizarre pour un matheux, l'histoire. Et c'est là que les choses prennent une autre tournure.
Oui, tout commence dans les années 1970 quand il tombe sur les travaux d'un certain Nikolai Morozov, un intellectuel russe du début du XXe siècle qui avait déjà remis en cause la chronologie traditionnelle. Morozov pensait que l'Antiquité, elle était bien plus récente qu'on ne le dit. Alors c'est vrai, on n'en a pas parlé de ce Morozov, il fait effectivement partie de la longue liste des révisionnistes de l'histoire, mais bref, Fomenko est un scientifique qui, quand il est face au doute, expérimente. Et donc, comme son truc, c'est les chiffres, il se dit « Et si on appliquait les mathématiques à la chronologie historique pour voir si tout tient debout ?» Et c'est ce qu'il fait, et c'est là que ça devient intéressant. Il applique des statistiques aux chronologies historiques. Et donc, en analysant les dates d'événements historiques par ce moyen, il tombe sur des répétitions troublantes. Ouais, selon lui, certains épisodes de l'histoire se répètent, avec des écarts de plusieurs siècles, mais sous des noms différents. Et mûrit dans sa tête le doute. Il se met à développer une théorie qu'il nomme sobrement la nouvelle chronologie. Et il en parle à un collègue qui se nomme Gleb Nosovsky. Lui aussi, c'est un mathématicien, un chercheur russe. Il rejoint Fomenko dans ses recherches pour approfondir cette théorie révolutionnaire. Ça permet à Fomenko de mettre les bouchées doubles, d'affiner sa théorie équation après équation et de sortir un premier livre qui s'intitule donc Nouvelle chronologie. Nous sommes là en 1980. Et comme Fomenko n'est pas n'importe qui, ce bouquin va être un séisme. Alors, que dit-il dans cette nouvelle chronologie, concrètement ? Eh bien tout simplement que le récit historique avant le XVIIe siècle aurait été manipulé. Il affirme que ce que nous appelons aujourd'hui l'Antiquité romaine, grecque et égyptienne est en réalité un double du Moyen-Âge, avec des personnages et des événements dupliqués sous d'autres noms. Pour comprendre, donnons des exemples. L'Empire romain, le Saint-Empire romain germanique du Moyen-Âge, serait en fait le même empire, mais sous des appellations différentes. Alexandre le Grand et Gengis Khan seraient en réalité le même personnage, mais racontés sous des contextes différents. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il a repérées grâce aux statistiques. Ouais, et tout aussi cocasse, il conclut d'après les chiffres que les œuvres philosophiques attribuées à Platon seraient en réalité des traités astrologiques et prophétiques déformés du célèbre Nostradamus. Ou encore que le roi David de la Bible serait une transposition idéalisée de Jules César, avec la même idée de conquête et d'unification. Puis de même, Charlemagne et Yvan le Terrible ne font qu'un. Et ça ne s'arrête pas aux personnages. Oui, par exemple, les récits des croisades médiévales seraient en fait une déformation des guerres d'expansion menées par les Ottomans au XVe et XVIe siècle. Poursuivant ses investigations, il note aussi des incohérences mathématiques et astronomiques dans la chronologie. Là encore, il se fie aux chiffres. Fomenko a utilisé des méthodes statistiques pour comparer les descriptions des éclipses mentionnées dans des chroniques anciennes. Selon lui, les éclipses attribuées à l'Antiquité ne correspondent pas aux calculs astronomiques modernes, ce qui prouverait que ces événements ont été mal datés ou inventés bien plus tard. Là aussi, quelques exemples forts, des éclipses décrites par Ptolémée dans l'Antiquité auraient en réalité lieu au Moyen-Âge. Certains événements bibliques, comme la crucifixion du Christ, rien de moins, auraient eu lieu au XIVe ou XVe siècle et non il y a 2000 ans. Et au fil des équations, Fomenko développe sa thèse. Ses convictions se renforcent et il publie en 1993 un livre intitulé « Histoire, science ou fiction », un pavé de plusieurs tomes où il expose toute sa théorie. Pour résumer un peu ce livre, on peut dire que pour Anatoly Fomenko, la chronologie historique classique, instaurée par Joseph Scaliger, repose sur des bases fragiles et doit être entièrement réévaluée. Alors j'avoue que je ne connaissais pas ce personnage de Scaliger avant de me pencher sur le récentisme, Geoffroy. Mais en découvrant sa bio, j'ai rougi. C'est pas n'importe qui. Ah oui, c'est clair. Joseph Scaliger est l'un des pères du récit historique moderne. On est au XVIe siècle et son apport est essentiel parce qu'il est le premier finalement à vouloir structurer précisément l'histoire de l'Antiquité en appliquant une méthode rigoureuse de datation. Avant lui, l'histoire c'était souvent un enchevêtrement de récits sans cohérence temporelle, avec des repères flous, qui se perdaient dans la légende ou l'approximation. Scaliger, lui, il a cherché à donner une chronologie universelle en croisant les données issues des textes bibliques, grecs, romains, égyptiens et perses. Il a mis au point un système de datation qui repose en partie sur des repères astronomiques, lui aussi, notamment les éclipses mentionnées dans les textes anciens, tout ça pour valider ou infirmer certaines dates. Et ce qu'il faut retenir, c'est que son système de datation, bien qu'imparfait, constitue la base de la chronologie historique moderne. Et donc Anatoly Fomenko,
à travers sa nouvelle chronologie, considère que Scaliger est en réalité le responsable d'une gigantesque falsification. Selon lui, Scaliger aurait artificiellement allongé l'histoire humaine en superposant et en dupliquant certains événements sous des noms différents, comme on l'a vu. Finalement, il s'étonne que les chercheurs modernes n'aient jamais réellement remis en cause la chronologie établie. En tout cas, cette théorie de la nouvelle chronologie et son livre de 93, dont on a déjà parlé, Histoire science-fiction, cartonne. Et ils vont trouver un public, notamment en Russie, où ces livres se vendent à plus d'1 million d'exemplaires. Et certaines personnalités, comme le joueur d'échecs Garry Kasparov, se réclament même de cette théorie. Alors, comment expliquer cela ? Peut-être parce qu'il y a dans les livres de Fomenko un Roland nationaliste qui fait bon teint là-bas, juste après la chute du mur. L'URSS est morte, mais Moscou est éternel. Fomenko explique à ce sujet avoir découvert que toutes les anciennes civilisations ont en fait une seule et même origine, l'empire de la Horde russe. Un empire eurasien qui aurait colonisé la planète et dont la capitale serait Moscou. Une capitale, Moscou, qui aurait servi d'inspiration pour imaginer la Rome antique, tout comme les tsars russes qui auraient servi de modèle pour créer les pharaons d'Égypte. Son idée, c'est bien que le peuple russe est au centre du monde, qu'il est au cœur de toute la civilisation humaine. Et c'est une idée qui entre en résonance dans un pays qui vit douloureusement son déclassement depuis la chute de l'Empire soviétique. Et avant d'aller plus loin et de parler d'un Allemand, personnage haut en couleur comme on les aime dans Tous Parano, oui. Je te propose de faire une petite escapade en nature. Oh, ça se refuse jamais. Allez, c'est parti. Décidément, j'aurais dû me taire. Franchement, j'ai mal aux pieds. Je dois dire que j'ai soif aussi. Enfin bon, tu m'as compris. Franchement, je ferais bien une petite pause. Oui, à mon avis, c'est encore pour t'enfiler l'une des bières que tu as achetées et dont tu as gavé ton sac à dos, là. Oh, gavé, ça va. On part pas en expédition sans prendre quelques précautions, quoi. Bon, ok, ça me donne soif de toute façon d'entendre tes bières teintées, là, en permanence. Voilà. Et puis la choucroute me reste un peu sur le bide aussi. Ouais, pas étonnant avec ce que t'as baffré, là. On ne part pas en expédition sans prendre quelques précautions, non ? Bon, en tout cas, pas une seule trace ou empreinte suspecte, Oui, enfin, moi, je l'ai toujours dit, des dinosaures en Alsace, dans un passé proche, franchement, j'y crois moyen. Alors, pour trouver des empreintes... Ou enfin, faut bien vérifier cette théorie, quand même. Ouais, mais ça fait 1 heure qu'on longe ce mur qui date de je ne sais quand pour je ne sais quoi. C'est beau, le Mont Saint-Odile qu'on voit là, non ? Et puis alors, pourquoi il a été construit, ce mur des païens, alors ? Si on trouve des traces de griffes de dinosaures ou des empreintes au sol, tu feras moins le malin. Non, mais t'as joué bien, enfin. Les dinosaures, là, tu fais référence à Uwe Topper, c'est ça ? Ouais. Bon, franchement, moi, je suis pas contre un petit bol d'air en forêt jurassienne. Je suis toujours d'accord avec ça, mais c'est un peu délirant quand même, ton truc, là. Ok, d'accord. Et alors, que propose monsieur ? Déjà, écoute, vidons mon sac. Buvons un coup et après on y verra plus clair. Bon, t'as raison. On va déguster tout le stock, là, ici, déjà. Voilà, tu es déjà raisonnable. Non, mais sans déconner, quoi. Des tyrannosaures dans le Jura. Tu me fais bien marrer, parfois. Ouais, c'est que je ne ferme la porte à aucune hypothèse. Ouais, mais enfin, je pense surtout que, Ouais, t'as entendu ça ? Ouais, et ça, c'est pas un renard ou un lapin, Putain, il vient par ici. Mais comment je me casse ? Mais attention, les bières, quand même, moins vite. Tous Parano. Nous allons maintenant parler de Uwe Topper. Contrairement au russe Fomenko, qui s'appuie sur des modèles mathématiques, Topper, lui, va adopter une approche plus linguistique et culturelle. Il remet en question la fiabilité des sources historiques pour tenter de démontrer que des événements entiers auraient pu être inventés ou déplacés dans le temps. Petite présentation de ce personnage coloré. Uwe Topper est né en 1940 en Pologne et ses parents émigrent rapidement en Allemagne où il grandit. Vous le comprenez, dans une période mouvementée. Et d'ailleurs, peut-être développe-t-il un fantasme de fuite. Toujours est-il que, dès son adolescence, il est pris d'une passion pour le voyage et l'exploration, parcourant l'Europe en autostop, avant d'entreprendre un périple audacieux au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. C'est en 1963 que ça se passe. Le jeune homme entame un parcours initiatique.
Il a donc 23 ans et Uwe, cheveux longs au vent, traverse le désert nubien à pied. Ensuite, il étudie l'islam à Lahore, et puis il s'installe parmi le peuple kalash dans l'immensité reculée des chaînes de montagnes afghanes. Il apprend leur langue et documente leurs rites, traditions et danses. Incroyable, mais ce n'est pas fini. Son périple le mène ensuite en Inde, au Népal et à Ceylan, Sri Lanka d'aujourd'hui, où il séjourne dans un monastère bouddhiste. Il poursuit son voyage à travers Calcutta, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour. Cette aventure à pied sur les routes et les chemins dure plus d'1 an et demi. Et, enfin rassasié, tel Ulysse, Uwe Topper revient au pays. De retour en Allemagne, il s'installe à Berlin. Il travaille comme maçon le jour et peint la nuit, car oui, c'est aussi un artiste. Mais il entame des études et des recherches sur l'histoire ancienne. Et puis il continue aussi à voyager, notamment en Espagne et au Maroc. Mais cette fois-ci, c'est pour se consacrer à l'étude des peintures rupestres. Il a alors un pied dans chaque pays, naviguant entre l'Allemagne pour l'alimentaire et l'Espagne pour sa passion. Il parvient à mener des recherches sur la préhistoire ibérique, dont les conclusions sont publiées en 77 dans un livre intitulé « L'héritage des géants ». Et au cours de ses recherches, il va croiser des historiens qui, dans leur coin, poursuivent les remises en question que nous avons évoquées jusqu'ici. Je pense notamment à un certain Herbert Illig. Oui, lui et quelques autres de son cercle ont suggéré que la période entre 614 et 911, que certains appellent Dark Ages, était une invention du Moyen-Âge classique. Par exemple, il pointe du doigt un manque de traces archéologiques pour cette période clé, comme le règne de Charlemagne. Illig remarque aussi que la transition entre l'architecture mérovingienne et l'architecture romane semble soudainement trop abrupte. Décidément, à cette époque, prête à pas mal de doutes. C'est sûrement ce que se dit Uwe Topper aussi, car il commence à se poser des questions. Il devient un collaborateur d'Illig, et ce qu'il va faire, c'est d'élargir sa théorie à d'autres régions du monde. Il regarde alors de plus près ce qu'il connaît bien, la culture orientale et extrême orientale, rappelez-vous son voyage initiatique, et en se penchant sur les chronologies indiennes et chinoises, il constate qu'il y a là aussi des anomalies. Eh oui, pour lui, des annales royales, les textes religieux ont été manipulés. Topper estime alors que les périodes historiques de l'Empire chinois, notamment les 15 siècles qui ont précédé notre ère, c'est pas rien, ont été inventés pour répondre aux attentes des historiens européens. Et alors, c'est un peu son épiphanie, il commence à relier toute l'histoire par ce prisme et ses conclusions sont étonnantes. Histoire mondiale donc, et il expose ses théories dans des livres, citant notamment Falsification du temps, un livre sorti finalement assez récemment, en 2004, où il approfondit ses arguments contre la datation historique traditionnelle en expliquant un principe, celui du Moyen-Âge fantôme. Il a aussi ce livre de 2011, nommé « Histoire inventée », qui développe l'idée que de nombreuses périodes de l'histoire sont des reconstructions modernes basées sur des sources douteuses. Et il a aussi des points communs avec Fomenko, il pense que Alexandre le Grand et Gengis Khan ne sont qu'une seule et même personne. Mais bon, les dinosaures, quoi. Ah oui. Eh oui, car lui, il pense que ces dinosaures seraient contemporains des humains. Et justement, le mur des païens où nous étions tout à l'heure en serait la preuve. Expliquons ça un instant parce que c'est super savoureux quand même. Ouais, carrément. En Alsace, près du site du Mont Saint-Odile, se trouve un mur de 11 km dont les origines et les raisons de son édification sont un mystère. Parce que c'est un peu au milieu de nulle part aujourd'hui, c'est en pleine forêt et on trouve cette étrange ligne de plus de 300 000 blocs de pierre solidarisés par des crochets de métal et c'est ce qui rend cet édifice unique que l'on appelle donc le mur des païens. Oui, un curieux vestige que l'on retrouve aussi d'ailleurs en Allemagne. Ces murs cyclopéens, comme on dit, sont souvent attribués aux Celtes ou à des civilisations pré-romaines. En tout cas, cela pose une colle aux historiens et aux archéologues, et Topper utilise cette énigme de notre passé bien pour proposer sa version alternative. Ouais. Alors voici la clé de l'énigme, selon Uwe Topper. Pour lui, ce fameux mur des païens, qui serpente sur les collines du Mont Saint-Odile, n'était pas là pour défendre une forteresse humaine ou marquer une frontière sacrée. Non, l'objectif était bien plus incroyable. Selon lui, ce mur a été bâti pour repousser des créatures gigantesques, des sauriens, des reptiles monstrueux qui, en avançant en masse depuis les plaines, se seraient heurtés à cet obstacle infranchissable. Eh oui, vous avez bien entendu, des dinosaures, ou du moins des descendants de dinosaures qui vivaient en troupeau.
Pour Topper, c'est évident, il imagine ces créatures qui tentent de franchir l'édifice, qui essayent de déloger les pierres, les griffant et les mordant dans des accès de rage impuissante. Mais les blocs, comme on l'a dit, étaient solidement fixés par des crochets en métal, impossibles à arracher. Résultat, ces sauriens finissent par abandonner et battre à retraite, repoussés par la ruse humaine. Pas mal. Pour contrer les critiques, Uwe Topper dit, je cite, « Refuter veut dire prouver de façon incontestable que sauriens et humains n'ont jamais vécu au même moment. C'est l'évidence même qu'aucune preuve, ni dans un sens ni dans l'autre, n'a pu être apportée jusqu'à présent. Toutefois, je considère mes surprenantes propositions, qui n'avaient encore jamais été formulées, comme plausibles et bonnes à examiner. Même s'il nous faut user jusqu'à la corde notre faculté de tolérance et que l'ouverture d'esprit nécessaire n'est pas courante. » Topper renverse l'argument en demandant des preuves qui invalideraient sa thèse. C'est génial en fait, puisque à l'annonce d'un tel fait aberrant, sorti de son imagination, c'est au contradicteur, finalement, de prouver la fausseté et l'absurdité de la théorie. Mais bon, de toute façon, les premiers hommes ne descendent pas du singe, comme tu le sais, Gaël, alors bon. Bon, Geoffroy, là, je crois que tu as trop écouté les évangélistes ou les imams créationnistes. J'ai lu François de Sars, c'est tout simplement. Tu ne connais pas sa théorie sur la bipédie. L'homme serait directement passé de l'eau à la marche. Ah, merveilleux. J'avais hâte de le rencontrer dans Tous Parano, ça n'était pas encore fait. J'en ai les synapses qui frétillent d'avance. Tous parano. Il faut pas être parano comme ça. Dernière étape de notre épopée du récentisme avec François de Sars, le plus célèbre et baroque des relecteurs de notre histoire, et le plus fameux, car c'est lui qui a inventé le terme récentisme. Tu crois qu'il va nous demander des droits d'auteur Il serait un petit peu déçu, mais par contre, on peut lui faire un prix sur un t-shirt. Ah, de Sars avec un t-shirt Tous Parano, ça aurait pu être une super pub, mais malheureusement, il est mort au mois de février 2025, tout récemment. Ça n'empêche pas en tout cas qu'il faut expliquer qui est ce personnage à nos auditeurs, parce que c'est génial. François Charouzet de Sars est né dans une petite ville de province allemande dans les années 30. Il a grandi dans un environnement modeste où, dès son plus jeune âge, la nature exerçait sur lui une fascination irrésistible. Le petit François passe des heures à observer les animaux dans les champs et les forêts. On raconte qu'il collectionne déjà de petites notes sur le comportement des oiseaux et des mammifères, se penchant pour l'observation allait forger sa future carrière. Et c'est en poursuivant des études de botanique et de paléontologie qu'il commence à croiser ses connaissances et remettre en cause les idées reçues. Dans les amphithéâtres, il se fait alors remarquer par sa manière de relier l'anatomie à l'évolution des espèces. Il n'est pas du genre à se contenter des théories établies. Et puis, il y a le moment épiphanie, pour lui aussi. Et pour François, c'est en 1966 que cela se passe. Lors d'un stage en biologie marine à l'Institut océanographique de Split, François de Sars affirme avoir vécu une révélation marquante. Il aurait perçu pour la première fois ce qu'il nomme avec malice une discordance de l'histoire. Alors ce déclic lui est venu en se tenant face au palais de l'empereur romain Dioclétien. Il sidérait en fait, car pour lui cet édifice est absolument intact. On a de la peine à croire que ces façades et vastes demeures datent de près de 17 siècles, dit-il. Et en plus, ce palais partage ses murs avec des maisons de la Renaissance construites à l'apogée de Venise. Tout ça forme, selon François, un ensemble architectural parfait, alors que près de 10 siècles sont supposés séparer ces bâtiments. Et le voilà en plein doute. C'est là qu'intervient une autre anecdote. Lors d'une expédition dans les montagnes des Pyrénées, François est surpris par une tempête soudaine. Forcé de se réfugier dans une vieille cabane abandonnée, il passe la nuit là, en compagnie d'un berger du coin. Un berger qui lui raconte d'anciennes légendes locales sur les esprits de la nature. François de Sars commence alors à avoir une vision plus large de l'histoire et de l'idée que l'on se fait même de l'évolution, mêlant observation scientifique et légende. Il considère alors qu'on ne peut délier le savoir scientifique et la culture populaire. Dernière anecdote pour comprendre ce François de Sars. C'est sa visite dans un vieux laboratoire de campagne. Il y aurait découvert dans une malle oubliée d'anciens manuscrits qui avaient appartenu à un naturaliste du XVIIIe siècle qui contenaient des informations surprenantes sur l'histoire cachée de l'humanité et des créatures disparues. Il est encore troublé, et cela le pousse à établir des ponts entre des connaissances d'antan et les découvertes modernes.
François de Sart commence alors à écrire des livres de vulgarisation scientifique à destination des jeunes, et il rencontre un autre rebelle de la recherche académique, un Belge, qui s'appelle Bernard Heuvelmans, l'un des fondateurs de la cryptozoologie. Ah, la cryptozoologie, j'adore. Entendez l'étude des créatures cachées, les sirènes, les Bigfoot, les Yétis, les Korrigans si vous êtes breton, les dragons si vous êtes chinois. Bref. Et cet Heuvelmans va lui souffler à l'oreille sa grande idée, la théorie de la bipédie originelle. Il faut qu'on s'arrête là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose. Ah oui, la bipédie originelle, c'est un peu la théorie signature de François de Sart. Cette théorie suggère que les ancêtres des mammifères actuels étaient d'abord bipèdes avant que certaines espèces ne deviennent quadrupèdes. Cela contredit donc l'idée acceptée par tout le monde, quasiment, que la quadrupédie a précédé la bipédie dans l'évolution des mammifères. Fascinant. Alors, comment il étaye sa théorie ? François de Sart et d'autres partisans de cette idée, parce qu'il a des soutiens, s'appuient tout d'abord sur l'observation des embryons. Oui, selon de Sart, certains mammifères montrent, durant leur développement embryonnaire, des caractéristiques qui rappellent une posture bipède, avant d'adopter la quadrupédie à la naissance. Alors il interprète cela comme un vestige de l'évolution d'une posture bipède ancestrale. Et puis également, il remarque que certains mammifères, comme les kangourous ou certaines espèces de primates, sont naturellement bipèdes. Alors d'accord pour les embryons, mais les fossiles alors ? Les fossiles dits préhistoriques n'auraient pas été ensevelis il y a des millions d'années comme on le croit généralement, mais bien plus récemment, selon lui, et possiblement, c'est sa thèse en tout cas, en réaction à des changements environnementaux soudains. Et donc, plutôt que de voir l'évolution comme une transition progressive vers la bipédie, comme l'évolution des hominidés qu'on a appris à l'école, la théorie de la bipédie originelle postule que de nombreuses lignées de mammifères auraient régressé et se seraient mis à quatre pattes en réponse à des contraintes écologiques et évolutives. Bon, ok, faut quand même du coup imaginer à quoi ressembleraient nos ancêtres, et là, c'est cocasse. Nous n'étions pas des singes selon François de Sart, pas des singes en tout cas debout dans la vallée du Grand Rift africain, mais écoutez bien, des créatures aquatiques. Retournons à l'eau. Alors voilà nos ancêtres. Ils ont une grosse tête, pleine d'eau et d'air. Leur grosse boîte crânienne leur sert de flotteur, un peu comme les baleines. Et par compression et décompression d'un gaz, leur corps de méduse peut monter et descendre dans l'océan. Au fil de ce temps, ce corps évolue, se complexifie, se couvre de poils. Oui, en milieu aquatique, perd ses branchies. Et un jour, voilà que notre ancêtre accoste sur la plage. Non pas en rampant comme un triton sur le sol, mais debout sur ses deux pieds palmés. Génial, quoi. François de Sart l'explique, je cite, « Il m'a toujours paru idiot qu'un poisson sorte de l'eau et donne un oiseau et des mammifères. Il est évident qu'il a dû sortir de l'eau debout, la tête haute, quoi. » Il est très sérieux, et tellement sérieux qu'en 1988, il fonde à Nice le CERBI, le Centre d'études et de recherche sur la bipédie initiale. Je veux le visiter. Ça a été fermé en 2010. François de Sart appelle l'homoncule marin, cet ancêtre qui était déjà en station debout dans l'océan et qui est sorti directement sur ses deux pattes. Parallèlement, François de Sart poursuit ses thèses récentistes. Il accomplit notamment un gros travail de compilation en traduisant et vulgarisant les travaux des Russes et des Allemands, dont surtout ceux dont nous avons parlé, Fomenko ou Topper. Il ajoute néanmoins sa petite touche personnelle en théorisant l'idée d'un grand cataclysme qui aurait ravagé la Terre il y a 1000 ans. Un cataclysme ? C'est-à-dire ? Selon de Sart, une catastrophe planétaire, qui aurait pu être une série d'éruptions volcaniques massives, un impact d'astéroïdes ou même un bouleversement climatique brutal. Tout ça, ou l'une de ces choses, aurait profondément modifié la surface de la Terre et provoqué l'extinction de nombreuses espèces. Mais là, où ça devient intéressant, c'est qu'il associe cet événement non seulement à la disparition d'anciennes civilisations, mais aussi à une réécriture massive de l'histoire par ceux qui ont survécu. Donc en gros, il affirme que notre chronologie officielle aurait été fabriquée de toutes pièces par les autorités religieuses ou politiques qui auraient émergé après ce désastre. C'est ça, et c'est là qu'il y a complot. Donc François de Sart expose alors sa théorie qu'il nomme récentisme et qui vient de conclure des siècles de remise en question de l'histoire avec son livre « Mais où est donc passé le Moyen-Âge, le récentisme ?» publié en 2013.
Selon lui, c'est clair, notre calendrier compterait environ 800 ans de trop. Oui, de Sart y dénonce les, je cite, puissants de l'époque qui avaient tout intérêt à se fabriquer un faux passé historique dans le but d'asseoir et de légitimer leur pouvoir en remodelant les consciences et en faisant tout ce qui était en leur pouvoir pour que nous n'ayons plus accès à ces connaissances. Une théorie vraiment dingue. Et quand, pour la critiquer, on lui parle de datation au carbone 14, et alors François de Sart, qu'est-ce t'en dis? Eh ben il se marre. Cet outil, pour lui, aurait été inventé par ceux qui cherchent à vérifier l'histoire entendue et non pas la contredire. Oui, François de Sart estime que les historiens de métier, bien qu'ils constatent parfois des choses bizarres en rapport avec les datations, n'ont pas conscience de gros problèmes, puisque chacun vit dans son petit monde clos, entre experts qui partagent les mêmes idées. Pour savoir ce qui s'est passé avant ou après, eh bien, ces historiens font confiance aux autres historiens, et pour ce qui est de confirmer une datation, on laisse ça aux scientifiques spécialisés dans les analyses au carbone 14. François de Sart, qui, on l'aura compris, préfère les livres et les récits légendaires racontés au coin du feu, aux paillasses carrelées et froides des laboratoires. Enfin, toujours amateur de belles tournures, de Sart conclut son livre par un vers attribué au poète latin Virgile. Oui, qui n'est pas un poète antique donc, mais qui a dû officier vers 1600 quelque chose, à mon avis. On n'a pas pu dater Virgile au carbone 14. En tout cas, voici la citation de Sart. « Heureux celui qui a pu pénétrer les causes secrètes des choses. » Eh ben, ça aurait pu être aussi le sous-titre de notre podcast, ça. C'est vrai. Mais en attendant, voilà de quoi nous rendre tous parano. Nous l'avons vu, la relecture de l'histoire existe presque depuis qu'elle s'est écrite. Les théories alternatives ont traversé les siècles et secoué les fondements de la chronologie historique. Le récentisme, c'est une démarche qui part d'une critique des narratifs dominants. Et en ce sens, c'est utile. Il y a des failles, des incohérences dans ce qu'on nous a toujours appris. Mais, à force de vouloir déconstruire à tout prix, on finit par se perdre dans le déni absolu de l'histoire telle qu'on la connaît. Exactement, le récentisme, c'est une réaction contre une histoire officielle qui a été écrite par des vainqueurs, des puissants, souvent pour justifier leur action. Mais le récentisme a tendance à encourager une forme de pensée où tout peut être mis en doute. Et là, c'est un terrain miné, où la vérité devient une sorte de quête sans fin. Chaque événement historique devient un mensonge, chaque document une falsification. Et à partir de là, il est facile de tomber dans l'idée que rien n'est jamais ce qu'il semble être, que tout a été pensé et calculé pour nous tromper. Certains défenseurs du récentisme vont jusqu'à réécrire l'histoire au service de leur nationalisme, comme on l'a vu avec Anatoly Fomenko, qui exacerbe l'idée d'une Russie millénaire et mère de toute civilisation occidentale. Et d'autres encore vont même jusqu'à contester la réalité des événements récents. Selon certains partisans du récentisme, le 11 septembre n'aurait par exemple jamais existé. C'est là que la frontière entre scepticisme et paranoïa devient très floue. C'est là que la vérité se perd dans les ombres. Et c'est là que nous trouvons encore une fois de quoi nous rendre tous parano. Allez, on se retrouve très vite avec un nouvel épisode. Ça c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. Si vous aimez les conspirations en tout genre, explorer les dédales de nos psychoses collectives, si vous êtes fasciné par l'étrangeté de l'histoire ou simplement curieux de savoir, vous êtes là où il faut définitivement, c'est Tous Parano. Comme tous les paranos, on sait qu'on est suivi, écouté, mais peut-être pas assez. Alors abonnez-vous au podcast, likez, partagez, portez des t-shirts et des sweatshirts, bref, conspirez pour faire de Tous Parano le vadémécum de la complosphère à emporter partout. Ouais, enfin peut-être pas partout, faut quand même faire attention, on n'est jamais assez parano. Ouais, c'est vrai, t'as raison, on nous écoute. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on écoute ? Eh bien, on va écouter un groupe russe nommé Lyubé, un groupe de rock fondé en URSS à la fin des années 80, qui est bien connu là-bas pour ses chansons engagées. Ouais, sauf que quand on dit rock engagé en Russie, c'est un autre monde. Lyubé, c'est un groupe avec des discours ultra patriotiques et identitaires qui critiquent la décadence morale de l'Occident. Ah oui, tout à fait. Et donc la chanson qui va suivre, elle s'appelle La Horde russe. Oui, et on peut y voir un clin d'œil à la fameuse théorie d'Anatoly Fomenko, bien sûr, le fondateur de la nouvelle chronologie. Et donc la Horde russe qui est notre
notre berceau culturel, quoi. Et là, vous allez voir si la Russie est peut-être à l'origine de l'humanité. Niveau musique, bon, les anglo-saxons ont quand même un petit temps d'avance. Oui, et puis ils copient un peu le style aussi dans les clips hollywoodiens surtout. Allez, on écoute La Horde russe par Liu Bei. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть пока, там дайте коня мне да добрый меч. Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной. А мы не знали, не ожидали, жили, любили детей. Рождали. И 40 тысяч за родов Руси не видала таких врагов. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рождали. И полыхнули терема до хаты, бабы, плачут, да малые ребята. А мужики все брат за брата вышли за родину воевать. Вот что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть пока, там дайте коня мне да добрый меч. Так в наши хаты пришла беда, жаркая сеча была тогда. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рождали. Ой, да неужто русская рать не постоит за родину мать? Били, любили, ворога добили и победили черную дать. И засияло небо голубое, полная чаша мира до покоя. А кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть пока, там дайте коня мне да добрый меч. Засияло небо голубое, полная чаша мира до покоя. А кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, сила немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть пока, там дайте коня мне да добрый меч. Небо голубое, полная чаша мира до покоя. А кто пожалует к нам с войною? Дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, сила немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть пока, там dайте коня мне да добрый меч. Non mais ah, c'est pas un peu fini votre histoire là avec les dinosaures en forêt? Allez, on coupe tout! Tous parano.